vont parcourir avec nous 1000 ans d'histoire. Écoutez, écoutez bien. Cette demeure recèle un grand mystère. Quand un comte de Blois étend son pouvoir jusqu'à Chartres et jusqu'en Touraine, Thibaut, surnommé le Tricheur, a élevé ici une citadelle. En ce temps-là, fut tout... Seigneur comte de Blois, que ferez-vous de cette salle? J'y recevrai mes vassaux, j'y donnerai audience, j'y rendrai la justice. Regardez encore. En 1397, le duc Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI, vous savez bien, le folle, acquiert la terre et le domaine. Son petit-fils montera sur le trône de France. Ce sera le roi Louis XII. Sire. En signe de mon attachement à ce château où je suis né, j'ordonne que l'on édifie une aile nouvelle à laquelle je lèguerai mon nom. Par cette Claude, qui dans son verger fit naître une prune, la reine Claude. Mes plus beaux souvenirs sont au château de Blois. Je vous en prie, mon cher époux François, faites-en une demeure digne de votre gloire. Ainsi en sera-t-il, madame, pour l'amour de vous. Cette corniche et ce balcon, cet escalier à claire-voie, chef-d'œuvre de la Renaissance transposé d'Italie en France. Donc, 3 châteaux. Regardez. Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, a reçu gloire d'apanage. Il a conspiré toute sa vie contre le roi. Comment s'en débarrasser? Elle est ingénieuse, la solution que trouve Louis XIII. Mon frère, vous avez le goût des grandes affaires et j'ai celui des entreprises durables. Consacrez-vous à rendre votre château le plus beau du pays de Loire. Ne craignez point de dépenser. Je vous y aiderai. François Ier, celui de Gaston d'Orléans. Pourtant, les siècles ont passé sans se contredire. Les pierres et les briques se sont harmonisées. Par le miracle de la lumière, surgissent sous nos yeux, comme entrelacées, cette harmonie et cette grâce qui sont celles du Val-de-Loire. Place à l'histoire. Les rois, les princes et les chefs de guerre sont prêts à entrer en scène. Mais avec eux, les humbles et les anonymes, appelés à devenir les acteurs des complots, des fêtes, des années 1429. Une jeune fille de 17 ans, prise dans la chair. Elle se nomme Jeanne d'Arc. Un seigneur s'approche d'elle, un soldat. Il a 26 ans. Un jour, il sera maréchal de France. Qui va là? La tienne ou la mienne? Va mettre l'armée sur le pied de guerre. Demain, au lever du jour, nous partirons pour Orléans. Gilles, je rendrai Orléans au roi de France. Le 28 avril 1429, Jeanne, à la tête de l'armée, escortée du clergé qui chantait le Veni Creator, a quitté Blois.
elle prendra Orléans. Elle ira faire sacrer Charles VII à Reims. Au bout de la route, elle trouvera la trahison, l'ingratitude de celui qui l'aura fait roi, le bûcher et la mort. Merci. Merci d'avoir répondu à mon invitation et d'être venu ce soir, vous, messires, et vous, mesdames, retrouver Charles d'Orléans, votre prince, à l'occasion de ce tournoi de poésie que j'aime tant, vous le savez, à présider. Venez autour de moi, messieurs les poètes. Quarantaine, droit et parfait, je chemine en boiteux. Très patient, plus que nul et débuteux, je retiens tout. Et ce que j'ai d'espace, à moi peu amis et aux autres douteux, le nœud dessus, et s'y tient les deux pas. Merci, merci. Et maintenant, j'invite un concurrent inattendu à se faire entendre. Il s'agit d'un braconnier que je garde en surprise, de lièvres à la main dans l'une de mes forêts. Il eût été pendu s'il n'avait porté sur lui le bien. Je meurs de soif auprès de la fontaine. Chaud comme le feu et tremble dans battant. En mon pays suis en terre lointaine. Les embrasiers frissonnent tout ardent. Nu comme un verre, vêtu en président. Je ris en pleurs et attends sans espoir confort reprend. Super. Magnifique. Donne-moi ton nom. Je n'ai point de raison, monseigneur, de le cacher. Décembre 1501, une escorte de 600 cavaliers défile dans les rues de Blois. L'archiduc d'Autriche et son épouse, venant de leur province de Flandre, traversent la France pour regagner l'Espagne. Le roi Louis XII accueille au château ceux dont l'histoire fera un couple lié à jamais, sous le nom de Philippe le Beau et Jeanne la Folle. Près de lui, voici l'héritier du trône, le petit François, qui sera un jour François Ier. Frémissant de la jeune au fils de l'archiduc, le futur Charles Quint. Les fêtes, les chasses, les soupers et les balles, qui durent. Eh bien, mon frère d'Autriche, nous voici en accord. Je donne ma fille Claude à votre fils Charles. Elle lui apportera en dot la Bretagne, la Bourgogne et le comté de Blois. Que restera-t-il à l'ambitieux François d'Angoulême lorsqu'il en héritera? Mais le peuple de France est là. C'est le peuple qui sauvegardera l'unité du royaume. Par la voix des États généraux, il va supplier le roi d'annuler le traité pour rendre à la France sa force et son unité. Louis XII donnera raison à ces sujets. Claude n'épousera pas le fils de l'archiduc d'Autriche, mais son cousin François. Les rois de France, quand ils viennent à la couronne, font un serment si fort et si inviolable.
François Ier, roi de France, par la grâce de Dieu, j'ordonne ici, en mon château de Blois, que l'on fonde la vaisselle d'or du roi Louis XII afin d'en retirer 1 million d'écus. Ainsi pourrai-je réunir les hommes, les armes et les chevaux pour conquérir en Italie ce qui est mon bien et ce qui est mon droit, Milan. Il est ici, parmi nous, le roi François Ier. Tenez, il traverse la cour, revêtu de son armure, portant son épée si lourde. Ce colosse, l'homme le plus grand de son temps, est le seul à pouvoir la soulever. Il est jeune, il est beau, il incarne l'image Marignan. Quand Louis XII ou François Ier réside au château de Blois, c'est du château qu'il gouverne la France. C'est ici que se rendent en délégation. Voyez de Florence, pour vous servir. Imaginez-les, sortant de leur carrosse ou mettant pied à terre. Les ministres, les titulaires de charge, les serviteurs, les familiers du roi. Que me dit-on, monsieur le gouverneur des écoles marchands, qui siège aux assemblées municipales? Je suis comme eux, citoyen de cette ville. Pourquoi leur abandonnerais-je ce privilège? Que depuis le temps de Charles d'Orléans jusqu'en celui d'Anne de Bretagne, la cour de Blois a accueilli les poètes comme s'ils étaient des princes. Tenez, voici le plus grand. Votre nom, monsieur? On m'appelle Pierre de Ronsard. Je vous vois fort attentif à une jeune dame. Ne se nomme-t-elle pas Cassandre? C'est à Blois, en effet, que je viens de la rencontrer pour la première fois. Elle est fille d'un banquier florentin. Et je sens déjà que pour elle, je vais écrire bien des vers. Merci. Ce matin avait éclose sa robe de pourpre au soleil. La point perdue s'est tenue près. Les plis de sa robe pourprée. Et son teint au vôtre pareil. Il a 20 ans, Ronsard. Et du génie. Champ de bataille entre catholiques et protestants. Le pays de Loire voyait s'affronter les tenants acharnés de l'une ou l'autre religion. On tuait, on brûlait. À la Noël de 1588, dans la salle des États, réfugié à Blois, vient d'y convoquer les États généraux. Voici, entre le 3e... Sire, je vous dire à Blois de méchants bruits à mon égard. Si vous m'en donnez l'ordre, je me retirerai dans mon gouvernement de Champagne. Il faut seulement que la confiance renaisse entre nous deux. Croyez-moi. Que les 45 se trouvent demain, 23 décembre, à 5 h du matin, dans la galerie des Serres. Qu'on les conduise par la porte du jardin. Que jusque-là, ils tiennent leur langue. Le roi va se coucher. Il ne dort que 3 heures. Comme il en a donné l'ordre, on vient l'éveiller à 4 heures précises. 45 dans la chambre du roi. Attendez-moi ici sans faire de bruit. Henri III gagne alors son cabinet. Il attend les membres du conseil. Messieurs, dois-je vous rappeler la façon dont le duc de Guise s'est comporté à mon égard depuis l'an 1585 ?